Très bien, merci beaucoup, Madame la Présidente Diana, de votre invitation. Vous avez réussi à le capter. Et il est question donc de développement personnel, et la notion de développement suppose de faire découvrir ce qu'une enveloppe renferme, contient. Et la personne signifie persona, ce qui est une unité par soi. Il faut donc que ce développement révèle, dévoile, ouvre ce qu'il y a dans cette personne et qui lui permet de rester une, ce qui fait qu'elle devienne elle-même. Or, nous vivons dans un monde en devenir, avec le sentiment d'une nécessité de la permanence. Mais nous expérimentons que si tout change, la vie se fragmente dans une discontinuité angoissante. Si tout devient toujours, disait le grand philosophe Platon, rien n'est jamais, rien ne demeure. Et nous ne serions plus ce que nous étions tout à l'heure. Si tout est dissemblable, si tout diffère de tout, si tout va, tout est en marche, et nous savons que nous sommes en marche depuis quelque temps, en France en tout cas, la vitesse devient le seul critère mesurant la valeur de l'action. Le sens de la vie devient relatif au degré d'intensité, au niveau de tension, à la force plus ou moins grande de la vitesse à laquelle tout s'éloigne de tout. L'homme est jeté dans le monde, sans signification, en proie à une force aveugle et sans nom, qui le jette au dehors. Vous savez qu'on met, l'existentialisme a mis en avant le mot exister, qui signifie se sortir hors de soi, se trouver là, dehors, arraché à soi. Le sentiment de l'absurde accompagne alors le chaos mental auquel conduit le divorce qui sépare chacun de tous et, comme je viens de le dire, l'arrache à lui-même dans une existence, qui le fait sortir de lui-même. Face à cette expérience de l'absurde, née du déchirement qui nous fait, ce déchirement nous fait aspirer à l'unité. La recherche de l'unité, propre aux personnes, est une exigence de l'intelligence. Cette exigence exprime la nature de l'homme, qui est un vivant doté de raison. Un zoon, ekon, logon, en grec. La révolte est donc une expression de la nature humaine. Mais nous vivons dans un contexte qui nie cette nature. L'homme est devenu une aventure, et l'exigence d'unité prend un tour négatif sous la forme d'un renoncement au droit à la différence, qui conduit à l'atomisation de la société, et de la revendication d'une indifférenciation universelle allant jusqu'à la suppression de la différence sexuelle. Cette solution, en accord avec la négation de la nature humaine, déterminée par une essence, l'homme se définit comme un vivant doté de raison, conduit à faire de l'homme un projet, comme disait Sartre, où chacun doit s'inventer une identité. Cela ne peut se faire sans un recours à la force. Le philosophe Aristote affirmait que l'injustice consiste à traiter également des êtres inégaux. Sous le masque de la vertu, l'idéologie met la justice au service de la force. Faute de ne faire que la justice soit forte, dit Pascal dans ses pensées, on a fait en sorte que la force fût juste. Autrement dit, on a justifié la force au lieu de l'exorciser. La justice se ramène à surveiller et punir. Au lieu de rendre à chacun son dû, elle perd son statut de vertu cardinale. Une autre manière de réaliser l'unité de la personne, c'est de nier la personne en la vidant de tout contenu, en la vidant de sa substance, en vidant de sa substance la vie humaine, en la réduisant à une quantité négligeable qui facilite la manipulation à loisir. Dans un cas comme dans l'autre, donc,
il est fait recours à la force qui est légitimée. Et il faut donc dépasser ce stade. Il y a un premier stade, qui est le stade donc du devenir, de la désagrégation, de la dispersion, où on se perd soi-même, on ne sait plus où on en est. Avec après ce deuxième stade, celui de la révolte, qui naît de l'exigence de l'unité, d'une vérité, d'une transcendance, et qui se heurte à la fausse unité, à ce subterfuge idéologique qui nous fait croire que justement il n'y a plus de nature humaine, et donc nous sommes livrés à une aventure, n'est-ce pas, qui nous jette dans un monde sans signification. Et ces deux stades nous conduisent au troisième. Et je m'inspire ici, en parlant de ces trois stades, des trois ordres de la doctrine des trois ordres de Pascal, et également des trois stades dont Camus part, en s'inspirant aussi de Kierkegaard, philosophe danois. Ce sont les trois étapes. L'étape de l'absurde, de la diversité, du difforme, de la séparation, du non-sens. L'étape de la révolte, donc de l'exigence d'unité. Et enfin, cette troisième étape à laquelle nous arrivons, qui est l'étape de l'amour, de la véritable unité, de l'amitié. L'absurde, donc, l'ordre matériel des corps, né de la contradiction d'un monde divisé à l'infini, où tout est dissemblable à tout. On ne se reconnaît plus soi-même, comme dans les visages de Picasso, non, où le nez prend la place de l'oreille qui prend la place de la bouche, une déconstruction de la personne. La révolte exprime une exigence d'unité, on l'a vu, de vérité, de transcendance. Le passage au stade de l'esprit, comme on l'a vu, au stade de la pensée, de l'exigence de l'unité, est trompé quand cette unité aboutit à l'indifférenciation, au totalitarisme même de l'indifférenciation, c'est-à-dire finalement de la dépersonnalisation où tout doit être semblable à tout dans un vide existentiel, éprouvé dans le sentiment de l'angoisse. Or, l'intelligence humaine recherche une unité telle que tout n'est pas dissemblable à tout, au point qu'il n'y ait plus de place pour le semblable. Cette unité vivante est compatible avec la pluralité, la richesse de la vie. Et c'est pourquoi le semblable aime naturellement le semblable, son semblable, parce que il y a une place pour la dissemblance. S'il y avait une telle ressemblance entre deux semblables, qui serait telle, si la ressemblance était telle que les deux semblables se ressemblaient absolument, il n'y en aurait plus qu'un, ils seraient identiques. Donc pour que le semblable aime son semblable, il faut que son semblable soit un autre. Et c'est ce qui fonde l'amitié et l'amour. Donc il y a donc l'amour apparaît, l'amitié apparaît comme le fondement naturel de la vie sociale. Point n'est besoin d'un contrat qui délègue au plus fort le droit d'agir, comme dans la philosophie de Thomas Hobbes, l'auteur du Léviathan. Il y a une nature humaine par laquelle tous les êtres humains se ressemblent. Et il y a une existence humaine personnelle qui est propre à chacun et qui la rend digne de considération et de respect. La seule manière pour l'homme de vivre humainement est d'apprendre à aimer, de vivre avec les autres, de supporter parfois, n'est-ce pas, les défauts, et de contempler davantage nos propres défauts et les qualités des autres. Souvent, il faut inverser. Il faut inverser en voyant chez les autres leurs qualités et nos propres défauts, plutôt que de voir nos qualités et leurs défauts. Et ainsi, on assure une équation qui permet une cordialité, n'est-ce pas, qui permet au cœur de l'emporter sur la passion désordonnée qui nous oppose aux autres. Donc il y a une nature humaine. Il y a une nature humaine et cette nature humaine fonde le lien entre les êtres. La seule manière pour l'homme de vivre humainement finalement est d'apprendre à aimer, de vivre l'amitié. L'amour familial, l'amitié sociale constitue la finalité, ce qui doit être la finalité de notre action et qui peut seul mettre en mouvement dans la sérénité, dans la paix, la cité, la vie de la cité. Ce savoir est une sagesse. Et la sagesse consiste à vivre en intégrant dans l'équilibre et l'harmonie
toutes les composantes constitutives de la nature humaine dont nous parlons, l'intelligence, la volonté, le cœur et le corps. Merci de votre attention. Merci beaucoup, professeur.